Gràcies per venir a aquesta sessió, que és la quarta del cicle de debats Som adults, converses per pensar, que va començar amb el filòsof Josep Maria Esquirol, després hi va haver la filòsofa, la Judith Butler, i la setmana passada l'hel·lenista Pedro Olaya, i avui aquesta conversa amb el Daniel Pénac. Merci beaucoup, Daniel, de nous accompagner ce soir. Aquest és un cicle organitzat pel CCCB. Se'n perd, oi? Ara no? Val. És un cicle organitzat pel CCCB, també amb el Consorci d'Educació de Barcelona, que és la institució coorganitzadora del cicle, a través del projecte Xarxes per al Canvi. A més, avui volem donar les gràcies a les editorials Empúries i Literatura Random House, que han publicat la darrera novetat editorial de Pénac. Ara en parlarem una mica, encara que no sigui l'objecte de la nostra trobada. Si voleu fer algun tuit durant la conversa, tenim un hashtag, que és #EducacióCCCB, i al final hem reservat una bona estona per les vostres preguntes. És a dir, que qualsevol cosa que vulgueu comentar amb el Daniel Pénac tindrem mitja hora ben bona perquè pugueu fer-ho. Em sembla que no cal que el presenti gaire, Daniel Pénac, un dels escriptors més importants actualment a França, autor de novel·les, d'assajos. Avui parlem amb ell d'educació perquè ell va ser professor durant 25 anys, una experiència que explicava amb el d'escola. També ens parlava de la lectura com una novel·la. Ell va tenir sobretot alumnes amb dificultats, ara parlarem també d'aquest tema, però no puc evitar, i perdoneu-me, començar aquesta conversa precisament amb el cas Malocène, que es publica ara. Segurament molts de vosaltres coneixeu La tribu dels Malocène, que va començar l'any 1985 i que 17 anys després de la 6a novel·la ell ha volgut recuperar amb un llibre que només sortia a França, es va col·locar a les primeres posicions dels llibres més venuts, prova que tothom l'esperava. I jo li volia preguntar al Daniel pourquoi ce retour à Benjamin Malocène et à toute sa tribu, 17 ans après, 18 ans en France en fait. Et la réponse est parce que je fais ce que je veux. Super. Non, et c'est vrai d'ailleurs en l'occurrence, j'ai fait ce que je voulais. C'est-à-dire que je voulais retrouver l'écriture des Malocène, qui est une écriture particulière. C'est pas, quand j'écris une lettre, ça ne ressemble pas à un Malocène. Quand j'écris Chagrin d'école ou comme un roman, ça ne ressemble pas à un Malocène. Donc je voulais retrouver cette écriture particulière, je voulais retrouver la métaphore, la musique, le rythme, l'oralité, des choses comme ça. Et comme tu sais, c'est comme une envie de manger un plat de son enfance. Tu n'as pas mangé depuis 17 ans. Anna, tu n'as pas mangé depuis 17 ans une bonne paella. Voilà, c'était ça, c'était vraiment quelque chose de cet ordre. Et c'est revenu vite? Et c'est revenu tout de suite, oui. Oui, oui, c'est revenu avec le premier monologue sur la Pietà. Oui, parce que ça m'amusait, quoi. Il y avait c'est une musique que j'aime bien. Le langage est le même, c'est celui que tu voulais retrouver. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé non plus. Benjamin Malocène continue à être un bouc émissaire. Oui, mais c'est dans sa fonction. Maintenant, c'est plus qu'une fonction chez lui, c'est sa nature. À force de faire le bouc émissaire, il est devenu, à force de faire le bouc émissaire professionnel, il est devenu structurellement un bouc émissaire. Le pauvre. Et la tribu, elle est grandie, hein, quand même. Alors, la tribu, oui, parce que ça, il s'est passé 17-18 ans, mais pendant ce temps, les enfants qui sont nés dans les premiers Malocène ont grandi. Ça veut dire Verdun, qui était né dans la Fée Carabine, a grandi. Elle est devenue juge d'instruction. Incroyable. Moi non plus.
tu vois. Je ne m'y attendais pas. C'est un ange et Monsieur Malocène et Maracuja ont grandi. Et Malocène ne fait pas, d'ailleurs, autre chose que dans les livres précédents. Dans les livres précédents, il regardait grandir ses frères et sœurs, et dans celui-ci, il regarde grandir ses neveux et son fils. Et moi-même, chez moi, dans la maison que j'habite depuis 17 ans, je regarde grandir les enfants dans la cour. Tu arrives dans cette cour, 17 ans, tu as des adolescents, 14-15 ans, tu les vois grandir comme ça. Et puis maintenant, je vois les enfants de ces adolescents grandir. C'est une espèce de processus très naturel. Aujourd'hui, qu'on va parler d'éducation, d'école, de professeurs, Benjamin Malocène, il a une volonté pédagogique avec toute cette tribu un peu, non? Il est nécessairement, il serait un frère indigne s'il n'était pas un petit peu pédagogique. Mais apparemment, il pratique une pédagogie qui n'a pas beaucoup d'influence sur sa progéniture. Écoute, je parlais de chagrin d'école, où tu as parlé de ton expérience comme prof, mais aussi comme cancre. Et je voudrais commencer par ce mot, par cancre, parce que c'est un mot qui... j'ai pas trouvé de traduction au catalan ou à l'espagnol, parce que parfois on dit c'est un élève qui est nul, ou qui croit qu'il est nul, mais c'est pas exactement ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de traduction à cancre. Mais vous avez des écouteurs, vous comprenez quand je... Oui, j'espère. Vous avez des écouteurs? Oui. On voudrait savoir comment on a traduit cancre, non? Oui, alors comment traduit-on cancre? Attends. Qu'est-ce que dit l'interprète? L'interprète dit qu'il n'y a pas de traduction pour cancre. C'est facile, hein? Non, mais elle ou il a raison quand même. La seule origine, ce qu'il y a de terrible avec le mot cancre, le cancre, c'est le crabe. Comment dites-vous crabe en castillan et en catalan? Crabe. Comment? Cangrejo en espagnol. Aspect. Comment dit-on crabe? Je te dis ou tu l'entends? Non, dis-le moi. Alors en espagnol c'est cangrejo et en catalan c'est cranc. Qui est plus proche de cancre. Alors le crabe, étymologiquement, c'est celui qui marche de travers. Hein? Le crabe ne marche pas droit, il marche de travers. Et le cancre, c'est également celui qui marche de travers. Il n'est pas dans la ligne des bons élèves. Il marche comme ça de travers. Ça, c'est vraiment l'origine étymologique. L'autre chose qui est moins drôle, c'est que évidemment, le crabe a donné le cancer, la maladie. Et quand j'étais enfant, cette incapacité absolue à comprendre quoi que ce soit dans les questions que me posaient les adultes sur les différents programmes, français, mathématiques, histoire, géo, sciences naturelles, tout ce que tu veux, je ne comprenais rien. Parce que... enfin, après, on verra. Mais donc, cette inaptitude à répondre aux questions posées par les adultes était en effet comme une sorte de cancer, puisqu'il y avait des métastases partout. Tu avais des métastases en langue étrangère, il y a eu des métastases en physique-chimie, des métastases en géologie, des métastases partout. Et tout ça, évidemment, ralentit la scolarité, ce qui fait que j'ai passé mon baccalauréat à 20 ans. 20 ans révolus, là où les enfants normaux, entre guillemets, le passent à 16 ans ou 17 ans. Ma femme, par exemple,
brillante bachelière à 17 ans. Et moi, un crétin total qui a passé le bac à 20 ans révolus. Parce que là, tu parles en première personne, parce que toi, tu étais un cancre. Et voilà, oui, alors... Ce qui peut surprendre beaucoup de monde, franchement. Mais c'est le problème du cancre. Voilà. C'est-à-dire que le cancre, au moment où il l'est, pendant qu'il l'est, personne ne croit qu'il est si bête que ça. Si, par exemple, c'était toi le cancre, Anna, et moi un professeur normal, je dirais « Anna, faites un effort !» Comme ça, sur ce ton. Sur ce ton. D'accord. Je me ferai petite alors. Alors évidemment, ça ne fait que rajouter à ta cancrerie. Mais elle le fait exprès. Je vous jure, non. Alors oui, ne jure pas, enfin, etc. C'est une catastrophe, tu sais. C'est bien ce dialogue un peu théâtralisé. C'est une catastrophe, parce que quoi que tu réponds, je vous jure que non, ne jure pas, etc. Donc c'est une catastrophe. Et quand donc, tu es enfant, on ne croit pas que tu es cancre, car les pédagogues moralisent toujours le rapport pédagogique. Te dit, Javier, tu n'as pas appris ta leçon, c'est très mal. Alors Javier dit, oui, mais la maison s'est écroulée, ce qui est vrai. C'est pas une raison. Tu dois apprendre ta leçon. Donc le pédagogue normal, c'est-à-dire crétin, ça va de soi? Ça va de soi. Ah bon? Il moralise le rapport pédagogique. Il dit, tu le fais exprès, Anna. Tu le fais exprès. Alors, en français, on a cette phrase. Javier, tu le fais exprès. Mais personne, jamais, ne cherche à savoir ce que veut dire le le. Le. Tu fais exprès de quoi? C'est quoi ce le? Qu'est-ce que signifie? Ça, aucun adulte ne se pose jamais cette question. En revanche, tous les psychanalystes, eux, se posent la question. Le, c'est le fond de commerce de la psychanalyse. Tu vois, l'élève te dit « je n'y arriverai pas ». Personne ne se pose la question de savoir ce que signifie le Y. « N'y arriverai pas ». Qu'est-ce que c'est que ce Y? Personne ne se... Tu dis à l'élève te dit « je n'y arriverai pas ». Tu lui dis pas « pourquoi, où veux-tu aller ?» Alors moi, je disais à mes élèves, mais pourquoi tu veux aller où? Mais c'est pas ce que je veux dire, monsieur. Ah bon, alors qu'est-ce que tu veux dire? Et là, on commençait à travailler sur le Y, où je m'en fous. Je m'en fous. Je dis, mais tu sais, Anna, si tu continues de travailler comme ça, tu ne vas pas avoir ton baccalauréat. Et Anna, à ce moment-là, à ce moment-là, elle te dit, je m'en fous. Que signifie le « en » ? Et ça, voilà, c'est le fond de la mentalité du cancre. Il est paralysé par des pronoms impersonnels, des pronoms adverbiaux, dans lesquels il y a tout le réel. Mais personne ne lui pose des questions sur ce réel. C'est très simple, hein, si tu lui poses des questions, tu dis, attends, pourquoi tu n'y arriveras pas? Qu'est-ce que c'est que ce Y? Et on peut vraiment parler de ça. Monsieur, c'est ce que je ne comprends pas. Ah, très bien. Et pourquoi tu crois que tu ne comprends pas? Mais parce que quand vous me posez des questions, vous me faites peur. Ah, c'est la peur. Alors, il y a de la peur dans le Y. Il y a une peur qui fait que dans cet espace mental, qui est l'apprentissage du savoir, tu ne peux pas aller d'un point A au point Z. C'est la peur. Très bien. Là, on commence à comprendre quelque chose. Et le pédagogue... Je vais me reculer parce que je ne suis pas à toi. Ah, bonjour Anna. Bonjour, ça va? Et c'est ça. Et donc, j'avais peur. J'étais un enfant qui était terrorisé par le questionnement adulte. Alors ensuite, pourquoi est-ce que j'étais terrorisé par le questionnement adulte? Ça, c'est une question sans importance.
Parce que, pour le professeur que j'étais, qui interrogeait les élèves sur... Je dis, bon, tu as peur, d'accord, bon, on va régler le problème de cette peur. Tu as peur du questionnement adulte, très bien. Mais je ne me posais pas la question de savoir. C'est-à-dire la question de savoir si l'enfant avait par exemple d'énormes problèmes avec les parents, etc. C'est possible, il avait d'énormes problèmes avec les parents. Quand je le savais, c'était bien, mais je ne cherchais jamais dans cette direction. Je cherchais dans la direction de la matière que j'avais à lui enseigner. Ça, c'est un peu subtil, on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, dans mon cas, cette cancrerie venait d'une peur inexpliquée à l'interrogation adulte. Et quand je suis moi-même devenu adulte, tout ce que j'ai ressenti quand j'étais cancre, quand j'étais un mauvais élève, est devenu une connaissance. Et une connaissance d'ordre pédagogique. C'est-à-dire, je sais ce qu'un élève ressent quand il est en échec scolaire. Je sais la honte, je la connais, sa honte. Sa peur, je la connais. Et l'enchaînement qui va de la peur à la violence, en passant par la peur, la honte, la solitude, le refus de tout ça, la réaction physique ou méprisante à l'égard de la culture, à l'égard des bons élèves, à l'égard des... Tout ça, je connais très bien. Ça a été mon enfance, je connais très très bien. Et pour moi, c'est une matière pédagogique. Ça m'a servi énormément comme professeur, parce que je connais cette matière-là. Ce que la plupart des professeurs ne connaissent pas, parce qu'ils sont très souvent d'anciens bons élèves. Et il faut, quand on est un ancien bon élève, faire un effort intellectuel très intense. Il est inimaginable pour un bon élève qui a toujours éprouvé du bonheur à comprendre, du bonheur à faire l'effort de comprendre, du bonheur au résultat. Il est extrêmement difficile pour cet homme ou cette femme d'imaginer qu'on puisse ne pas être heureux en cherchant à comprendre. Je dirais que c'est presque une des conditions naturelles du bonheur, hein, le travail intellectuel, la réflexion, le temps qu'on prend à comprendre, et tout d'un coup l'illumination. Oh, j'ai compris. Quand tu vois d'ailleurs la tête d'un enfant qui a compris quelque chose qu'il n'avait pas compris la veille, le lendemain il comprend. Mais tu le vois, c'est absolument comme une lampe qui s'allume. Il y a là un bonheur immense. Eh bien, pour un bon élève qui est devenu professeur, il est très difficile d'imaginer qu'un enfant ne soit pas à la recherche de ce bonheur. Mais est-ce que ça ne fait pas partie du travail d'un professeur, de savoir ça, même s'il n'a pas été cancre lui-même, c'est heureusement pour lui, mais moi je t'écoute, je te lis, je peux comprendre ce qu'est un cancre. Et par contre, il y a encore ces crétins de pédagogues, tu disais. Non, mais c'est ça, je retire ce mot. Non, mais de toute façon, c'est vrai, il y a des profs, et il y en a dans le livre aussi, qui disent « Ah, toi, tu ne vas pas passer ton bac, tu n'arriveras jamais à rien. » Les crétins, ce ne sont pas des crétins, c'est de la crétinerie. La crétinerie en matière de pédagogie, c'est de moraliser l'échec scolaire. Pourquoi est-ce que c'est de la crétinerie? Parce que ça n'apporte aucune solution. Tu ne guéris pas l'élève. Tu le moralises, tu considères que, outre que c'est un mauvais élève, il le fait exprès, donc quand il échoue, c'est bien fait pour lui, c'est normal, il n'avait qu'à travailler. C'est là, la crétinerie, l'idiotie, elle est là. Hein? Dès que tu cesses de moraliser et que tu te poses la question de la peur, de cette peur initiale du mauvais élève, et que tu te dis, voyons, mon premier travail est de résoudre cette question de la peur. Parce que la peur ferme les portes. Et le savoir que je prétends faire passer ne peut pas passer dans la tête de Xavier s'il a peur de moi. Ça ne peut pas passer. Je peux le terroriser, il va rentrer chez lui, il va apprendre par cœur, etc. Mais quand il va ensuite réciter ce qu'il a appris,
il sera tout autant paralysé. Donc, tu dis, on enseigne ça. Non, on n'enseigne pas ça, justement. Dans la formation des maîtres, je n'ai jamais entendu parler de la peur du cancre. Jamais j'ai entendu parler de ça. Dans la formation du maître, à quoi forme-t-on le maître? À accumuler, enregistrer et assimiler une certaine quantité de savoir qu'il doit mettre dans la tête des enfants et des professeurs qui sont en face, des enfants et des adolescents qui sont en face de lui. Mais quant à la méthode, quant à la, je dirais, compréhension de l'enfance ou de l'adolescence, la compréhension de l'échec, là, je n'ai jamais entendu de cours théoriques, ni d'ailleurs proposer de solutions, parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions très simples pour eux, enfin très simples. C'est jamais simple la pédagogie, mais on peut désinhiber des enfants. Une solution, par exemple, collective, le théâtre. Je rêve d'une école française, européenne, etc., où chaque lycée, chaque collège, chaque lycée ait sa troupe de théâtre. Alors pourquoi? Parce que dans le monde où nous vivons, qui est un monde de clientélisation absolument effrénée, où chacun a son portable, sa tablette, ses machins, etc., les enfants sont entièrement isolés sur la consommation de certaines petites machines. Quand ils sont en échec scolaire, ils sont totalement isolés dans leur échec, donc un isolement terrible. Et le théâtre, c'est une discipline presque fédératrice par essence, par nature. Le théâtre, c'est déjà le contact avec la langue. On va jouer une pièce. C'est-à-dire la langue va être transportée sur la scène. On va la dire. Elle va naître dans un espace, comme ça. Alors, l'élève qui va dire a immédiatement un rapport différent à la langue que celui qui doit simplement la comprendre. Bien entendu que pour la dire, il faut qu'il la comprenne, mais il est important aussi qu'il la dise, et même quelquefois sans la comprendre. Et petit à petit, le sens vient s'installer. Il y a la langue qui va être dite, et tous les élèves qui vont jouer la pièce vont parler cette langue. Si tu donnes plusieurs fois le même rôle à des élèves différents, ça peut être la moitié de la classe. La moitié de la classe se trouve sur la scène alors qu'il n'y a que 5 rôles. Il y a ça. Il y a ensuite la participation par la mise en scène. Les élèves peuvent mettre en scène. La mise en scène peut être collégiale. On peut donner son avis sur la façon dont tel personnage doit se déplacer, tel personnage doit dire telle réplique, etc. Mise en scène. Tu as la constitution des costumes sur scène. On fait les costumes soi-même. Toute la classe fait les costumes. Tu as le décor, construit le décor. Tu as la composition de la musique. Tu as l'éclairage, etc. Tu as la gestion de la troupe, parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Comment récupérer cet argent? Comment le gérer? Tout ça, c'est le théâtre. Et quand une classe est organisée avec un projet, comme celui de faire une pièce de théâtre dans la fin de l'année, tu t'aperçois que la question de l'acquisition des notions change très vite. Le cancre n'est plus cancre parce qu'on lui découvre une aptitude dans tel domaine, etc. Et surtout, tous ces enfants qui sont isolés, chacun derrière leur écran quand ils sortent, ou avec leurs problèmes familiaux, etc., ne sont plus isolés. Ils constituent un groupe, c'est-à-dire une intelligence commune en activité. Et ils adorent ça. Ils adorent ça. Bon, voilà, par exemple, une solution.
concrètes. Tu as des solutions, toi aussi, dans la propre matière que tu enseignes? Alors, dans la propre matière que j'enseigne, c'était le français. Alors ça, évidemment, quand tu enseignes le français, tu es mieux armé que quand tu enseignes la physique-chimie. Mais tu l'as aussi, les solutions dans la physique-chimie et dans les mathématiques. Elles existent. C'est... Ah. Mais on a jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin. La solution, c'est... Elle est toujours dans la joie de comprendre. J'enlève ça. Elle est toujours... comment susciter la joie de comprendre, en fait, hein? Par exemple, en matière d'enseignement d'une langue, de la littérature, le théâtre est en effet une solution. Mais il n'y a pas que le théâtre. Il y a, par exemple, tu dis « qui n'aime pas lire ?» Tu demandes à des élèves en échec « qui n'aime pas lire ?» Immédiatement. Ils sont contents parce qu'ils font de la provocation. Moi, j'aime pas lire, j'aimerais jamais lire, j'ai jamais aimé lire et je m'en fous. On dit « ok, très bien. Vous n'aimez pas lire, je vais vous lire. » Et là, tu commences à lire. Alors, c'est merveilleux parce que les premières fois, ils s'endorment. Ils dorment. Alors, le professeur qui moralise le rapport pédagogique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais ils s'en foutent. Je leur lis un chef-d'œuvre et ils dorment. Parce qu'il moralise le rapport pédagogique. Tandis qu'un adulte normalement constitué, calme, qui voit qu'un enfant s'endort quand il lit, il se dit, tiens, il régresse, il va vers ce petit état d'enfance où on lui lisait le soir, etc., et il s'endort. Et c'est très bien. Et ne le réveillez pas. C'est très important. Alors après, l'heure passe et puis l'élève se réveille et... Je dis oui. Oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça. Tiens, prends mon livre et lis. Tu verras ce qui s'est passé pendant que tu dormais. Voilà, c'est une des... La lecture à voix haute est un moyen pratique à la longue, de réconcilier les enfants avec la lecture solitaire et silencieuse. Et ça marche. Autre moyen. Alors cette fois-ci, dans les quartiers difficiles, les fameux quartiers nord de Marseille, vous savez, où tous les adolescents sont des assassins. Tous des assassins. Attention, hein, les quartiers nord, l'horrible banlieue, pleine d'assassins. Petits, mais des assassins. Bon. Parce qu'il y a ça aussi. Oui, je voulais en parler plus tard, mais... Il y a ce qu'on entend dire tous les jours, quotidiennement, absolument sans arrêt, par une télévision qui s'adresse à des adultes pour leur faire peur de leurs enfants et de leurs adolescents. On dirait que le projet pédagogique des médias publics, c'est de préparer les adultes à avoir peur de leurs enfants. Surtout les enfants des milieux d'à côté, les assassins. Alors, un exemple avec ces assassins. Une de mes amies enseigne un quartier nord de Marseille. Très bien. Les enfants des quartiers nord de Marseille ne sont pas idiots. Ils savent qu'ils ont la réputation de faire peur aux adultes. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient arriver un professeur? Ils vont donner raison à la réputation. Alors, on regarde, on ne parle pas au professeur. Ou alors, au contraire, on a Anna qui est ma copine de quartier à côté. On parle avec Anna. Et cette amie, une classe de 30 élèves,
un bordel effroyable, premier jour de l'année, elle écoute, elle ne bouge pas, et elle écoute les uns et les autres. Et petit à petit, les uns et les autres se disent, qu'est-ce que c'est que cette dame qui ne réagit pas du tout? C'est une dame qui a déjà 60 ans, hein? Une vieille dame pour eux, une grand-mère. Qu'est-ce que c'est que cette grand-mère qui ne réagit pas? Et puis, t'en as un qui lui dit, mais madame, qu'est-ce que vous pensez? Elle a dit, mais je pense rien. Je vous écoute. Ah bon, mais qu'est-ce que vous écoutez? Et là, ça tout d'un coup, ça les intéresse. Cette femme qui écoute n'importe quoi, le bordel total. Et là, elle dit, c'est une histoire, ça c'est absolument vrai, hein, c'est un cours qui a commencé comme ça, dans toute l'année. Elle dit, eh bien écoute, je t'écoutais toi, et tu parlais comme si tu étais sur un terrain de foot. Tu parlais de... Le ton de ta voix, c'est comme si tu parlais de foot, tout à, parce que je n'ai pas vraiment entendu, vous faites tellement de bruit, mais tu parlais de foot tout à l'heure, et le gosse dit oui, oui, oui. Oui, la semaine dernière, l'arbitre dégueulasse. Tu parlais de foot alors. Et toi, la Cuenca, je t'écoutais bien, et tu parlais comme si tu étais au pied de ton immeuble. Tu parlais d'une embrouille, un truc qui s'est passé entre toi, Josetta, et machin, et truc, etc. C'est ça, et toi, tu parlais de la dispute que tu avais avec ton frère, etc., etc. Et petit à petit, elle avait en effet repéré des sujets de conversation. Des sujets de conversation qui avaient lieu, qui avaient trait à des lieux, à des situations données. Toute situation parfaitement étrangère à la classe. Et alors elle leur dit donc ça, elle leur dit voilà, vous parliez, vous aviez des sujets de conversation qui étaient tout à fait étrangers au fait que nous sommes tous ensemble dans cette classe. Ça veut dire, il y a un parler qu'on parle sur le terrain de foot. Il y a un parler qu'on parle au pied de l'immeuble. C'est pas le même. C'est pas les mêmes expressions, c'est pas les mêmes rimes, c'est pas le même son, c'est pas la même voix. Il y a un parler sur ce que tu disais à propos de la dispute que tu as eue avec ton frère, il y a un parler avec... etc. Et elle place des catégories de langage. Elle leur montre. Elle va au tableau, elle dit voilà, le parler foot, alors, et les catégories de langage qu'elle définit. Dans le parler de foot, tu as tel mot, tel mot, tel mot. Là, ça monte parce que tu as crié, parce que tu t'es souvenu de l'arbitre, etc. Et elle se met au tableau à définir les catégories de langage. Et elle leur dit, bon, maintenant, la question intéressante, la seule question intéressante pour nous, c'est quelle est la catégorie de langage qu'on doit avoir dans une classe. On ne peut pas, si dans une classe on parle de foot, de la famille, de machin, c'est pas une classe. Mais dans une classe, une vraie classe où on doit apprendre des trucs, quelle est la... Et la catégorie de langage qu'on parle, c'est le questionnement. On pose des questions au prof, le prof répond, et on comprend. On ne comprend pas. On repose la question une deuxième fois, etc. Pour que le questionnement fonctionne, il faut qu'il y ait des règles très simples. Par exemple, pour que j'entende la question que tu me poses, il faut que toi, tu la fermes. Tu te taises parce que tu arrêtes de parler de foot. Pour que tu arrêtes de parler de foot, il faut que tu cesses de penser au foot. Ce qui est plus difficile déjà. Parce que si tu cesses de penser au foot, tu vas entendre sa question. Pour entendre sa question, il faut que tu te dises, tiens, c'est important que je puisse poser une question, qu'elle puisse poser une question. Et voilà. Et là, début premier trimestre, une étude extrêmement théorique sur le langage. Alors ça, ce sont des solutions. Le problème en pédagogie,
quand on se pose au niveau du ministère, c'est qu'on te dit « oui, Madame Machin, dans tel lycée, a fait ceci, mais c'est parce qu'elle est douée. » Ça, c'est terrible. C'est terrible. Dès qu'un professeur est considéré pour ses dons personnels, c'est la mort de la pédagogie. Parce qu'on dit, puisque Anna est douée, on ne peut pas exporter ses méthodes. Les méthodes pédagogiques ne sont pas exportables. Ces méthodes pédagogiques n'existent que parce qu'elle est douée. Ça, c'est faux. Tu vois, et c'est comme ça qu'on bloque tout progrès dans l'enseignement. En réalité, le travail d'un ministère consciencieux serait d'aller voir les professeurs, d'abord de chercher les professeurs qui ont des solutions aux problèmes réels qui se posent, d'étudier la nature de leurs solutions, de voir si ces solutions sont exportables et de les exporter vers tous les autres professeurs. Alors là, je parle de cette étude du langage, mais le théâtre, c'en est une. Il y en a des tas d'autres. Hein. Et ce n'est pas si difficile que ça à imaginer. Amen. C'est peut-être pas si difficile que ça à imaginer, sauf que quand j'entends parler beaucoup de fois les professeurs, j'ai l'impression que pour eux c'est beaucoup plus difficile que tout ça. Mais parce que le théâtre n'est pas au programme de la formation des professeurs. Ah bon? Absolument. Moi, là aussi, je rêve de concours d'admission dans l'éducation nationale où les professeurs devraient réciter, monter des scènes. Et ça devrait être une des épreuves les plus importantes de l'agrégation de philosophie. Dire une scène. Mais ça, hors de question. On n'apprend pas aux professeurs à s'exposer. On ne leur apprend pas ça. Et ne pas apprendre aux professeurs à s'exposer, c'est les envoyer devant un peloton d'exécution. Parce que c'est vrai que les quartiers nord de Marseille, c'est difficile. Justement. Mais ce n'est pas difficile si tu sais ce que c'est qu'un adolescent, si tu sais ce que c'est que ce quartier, si tu sais, et si toi-même n'as pas peur de t'exposer. C'est quoi la peur de s'exposer? C'est la honte. Avoir honte d'être un mauvais comédien, avoir honte de... Alors, on préfère... Le professeur va instinctivement préférer la position institutionnelle qui consiste à être uniquement un transmetteur de savoir. Ce qui marche très bien avec 60% des élèves, pas avec les 40 autres pourcents. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les 40 autres pourcents? Il y a certes... Voilà, je sais pas. Toi-même, tu dis que tu parlais avant de guérison dans une de tes réponses, et toi-même tu dis que c'est des profs qui t'ont sauvé la vie. Ah oui, oui, bien sûr. Tu vas jusqu'à ce point de dire sauver la vie. Ah bien sûr. Ce qui nous fait réfléchir sur l'importance des bons professeurs, bien sûr. Bien sûr. Et sur l'importance de l'échec. L'échec scolaire, c'est une petite mort. Moi, j'avais l'impression je me noyais. J'étais même déjà un poisson noyé. J'étais noyé. Et puis un jour, il y a, boum, un professeur de mathématiques qui m'a repêché. Et puis un professeur de français, et un professeur d'histoire, et un professeur de philosophie. Ils ont été 4. Malheureusement, ils sont arrivés à la fin de mon cursus scolaire. Ils seraient arrivés au début, ça aurait été beaucoup mieux. Les imbéciles, ils sont arrivés à la fin. Mais ils faisaient leur métier de façon normale. Ils voyaient un élève en difficulté et ils n'acceptaient pas comme une fatalité l'échec de cet élève. Et le professeur de mathématiques avait sa méthode à lui. Alors, la méthode à lui, il disait... D'abord, il parlait comme ça, ce qui est déjà pas facile. Il dit pas bonjour. Il allait au tableau et il écrivait le chiffre 2. Il disait, qu'est-ce que j'ai écrit au tableau?
Alors, les élèves disaient, ou le chiffre 12, c'est 12, dodici. Comment on dit en espagnol 12? 12 ou 12? Dodge, 12, 12, 12, 12, 12. Tu vois, le cancre, hein, c'est pas facile. Hein. Et alors, il nous disait, voilà, qu'est-ce que c'est que ce 12? Alors nous, on était des mauvais élèves, on avait l'habitude de chahuter, on disait, oh, 12, c'est les 12 doigts de la main. Oh, il disait, très drôle, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Silence. C'est la note que vous aurez en mathématiques au baccalauréat. Et là, tu as toute la classe. Oh, alors là... Oh. Il dit, si. Et c'est la note que vous aurez en mathématiques au baccalauréat si, et seulement si, vous cessez d'avoir peur. Alors, tu sais, c'était des garçons, hein, c'était pas mixte à l'époque, c'était des garçons. Et l'idée qu'il ait pu repérer que nous avions peur, déjà, on se disait, tiens, ce type... Parce que c'était vrai. Il y avait 12 voyous, mais qui étaient terrorisés intellectuellement. Alors à ce moment-là, la classe réagit. Ouais, monsieur, mais non, mais c'est pas vrai, parce qu'on est nul en maths. Moi, je suis complètement... J'ai toujours eu 0. Comment tu t'appelles? Penacchioni. Très bien. Penacchioni. 2 et 2, ça fait combien? 4. Tu vois que tu sais des choses. Et tu crois que c'est simple, la réponse que tu viens de me donner? Je dis, oui, non, c'est une réponse extraordinairement complexe. 2 plus 2 égale 4, c'est une réponse extraordinairement complexe. Parce que, par exemple, 2 quoi plus 2 quoi? Alors là commencent les interrogations. Et à partir de là, il bâtissait une espèce d'univers mental mathématique. Il transforme, en 1 heure, hein, il transformait 30 cancres totaux en mathématiciens. Des mathématiciens nuls, mais des mathématiciens, c'est-à-dire des jeunes garçons qui étaient prêts à accepter de comprendre ce que lui avait à leur enseigner. Voilà, par exemple. Ou alors il y en a un autre, professeur de français. Alors, je ne faisais pas mes devoirs, je n'apprenais pas mes leçons, etc. Bon. Évidemment, j'inventais des excuses incroyables. Le métro s'est retourné. Tu vois, c'est pas... La Seine a débordé. Elle a emporté mon devoir. Classique. Et ce professeur, là encore, au lieu de moraliser, au lieu de dire c'est un menteur, ce gosse est un menteur, je supporte plus, il ment tout le temps, il ment. Il ne disait pas ça, il disait il a de l'imagination. Il a de l'imagination. Très bien, ce gosse a de l'imagination. Donc, allons-y par le chemin de son imagination. Alors il me disait, bon écoute, on arrête, hein, les conneries, ça suffit, mais tu as une imagination très féconde, donc je veux que tu m'écrives un roman. Tu n'as plus de devoirs à apprendre, plus de leçons à apprendre, plus de devoirs à faire, mais tu m'écris un roman. Ce trimestre-ci, tu m'écris un roman. Je veux 10 pages, tous les lundis, sur le coin de mon bureau, et jusqu'à la fin du trimestre, et ton roman doit être fini à la fin du trimestre. Bien entendu, dit-il, pour ne pas s'embarrasser avec des questions secondaires, pas de faute. Hein, tu travailles avec un dictionnaire. Et là, vous pouvez là aussi demander à ma femme, depuis l'âge de 14 ans, j'ai un dictionnaire ouvert sur mon bureau parce que je suis dysorthographique. Et donc, je vérifie dans mon dictionnaire les mots. Et je lui ai fait son roman. Ça veut dire l'élève est sauvé. Parce que dès qu'il progresse dans cette matière-là, il va progresser ensuite et puis il a trouvé un confident, il a trouvé quelqu'un à qui parler. Et le quelqu'un lui dit, bon, pareil pour l'histoire, pareil, tu travailles, quoi, ça va maintenant. Ce sont des solutions, elles passent toutes par le refus de moralisation de l'échec. Elles passent... C'est peut-être ça qui est de plus difficile, mais de plus simple, c'est
le refus de considérer l'échec d'un point de vue moral. S'interdire ça. Il faut s'en interdire à la maison aussi, parce qu'on a parlé des élèves, on a parlé des pédagogues, mais il y a les parents aussi. Il y avait dans Chagrin d'école, tu parles de ta mère. Jusqu'au dernier moment, elle avait peur parce que tu n'allais pas t'en sortir. Ah, et les tu es mères. déjà un écrivain. Ah, les mères, elles souffrent tout le temps. Anna, les mères. Parce que les mères ont peur de l'avenir pour leurs enfants. Et quand l'enfant commence par des échecs, les mères n'imaginent l'avenir que comme un présent aggravé. Le même problème multiplié par... Parce qu'elles ont peur. Elles ont légitimement peur puisqu'elles se trouvent, elles aussi, devant un corps enseignant qui leur dit « Mais vous savez, votre fils, ça ne va pas du tout. Hein. Ça ne va pas du tout. Non, mais on se demande si on va pouvoir le garder. » Avec un regard comme ça. C'est la panique. Et l'enfant, lui, très vite, il est pris entre deux types d'adultes. Le pédagogue devant lequel il faut s'excuser parce qu'on n'a pas fait les devoirs, qu'on a fait des bêtises. Donc on invente des mensonges. Et après, l'enfant rentre à la maison et maman lui demande « Alors, ça a été à l'école ?» Et il dit « Oui. » Deuxième mensonge. Parce que ça n'a pas du tout... Et pourquoi dit-il « oui » ? Parce qu'il doit rassurer la maman. Et dans ce va-et-vient entre l'adulte humiliant et l'adulte apeuré, il va d'un mensonge à un autre mensonge. Mais en même temps, il sait que ces gens-là vont se rencontrer fatalement un jour ou l'autre. Et donc, il dépense énormément d'énergie intellectuelle à rendre les deux types de mensonges cohérents. C'est des génies, les cancres. Et là, tu te dis, non, parce que ce ne sont pas des génies, parce qu'ils n'y arrivent pas. Ah bon? Ils n'y arrivent pas. Mais tu te dis, si tu es un professeur normal, tu te dis que d'un point de vue simplement énergétique, si toute cette énergie intellectuelle dépensée par l'enfant à rendre cohérent ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire dépenser, si toute cette énergie était dépensée en mathématiques, en anglais, il ferait des progrès formidables. Et donc il faut déplacer l'énergie, toute l'énergie du cancre qu'il dépense en excuses, etc. Il faut qu'il l'investisse dans un travail scolairement rentable. Et à part les parents qui ont peur pour l'avenir de ces enfants, est-ce qu'il t'est arrivé aussi d'avoir des parents qui ont culpabilisé l'école ou les profs? Mais tout le temps. Tout le temps. De toute façon, Parce que... le système pédagogique est un système où tout le monde culpabilise tout le monde. C'est le principe. Tu as un enfant, par exemple, les enfants, ils foutent un bordel terrible dans une classe. Tu rentres dans la classe, tu dis, mais vous allez... Ça va, oui, vous allez vous arrêter? Alors, après, quand ils viennent dans ta classe, tu dis, moi, ça va? Vous allez vous arrêter? Je vous ai entendu en histoire, là. Je ne veux plus entendre ça. Hein. Et alors, à ce moment-là, tu as un gosse qui te dit, ouais, mais c'est de la faute de monsieur machin, il n'a aucune autorité. Tu vois, il est tombé sur un professeur gentil, et il dit, il n'a aucune autorité. Alors, on le massacre. Donc ça commence comme ça déjà. Les enfants accusent les adultes. Le professeur n'a absolument aucune... Bon. Ensuite, les adultes disent oui, mais après au conseil de classe, attends, mais le pauvre gosse, qu'est-ce que tu veux? Son père est journaliste, sa mère, je ne sais pas quoi. Il rentre tous les soirs à 2h du matin. Personne ne s'occupe de lui. Donc, par le professeur, culpabilisation des parents. Et là, je prends des parents classe moyenne. Mais ça peut aussi bien être, oui, mais le pauvre gosse, qu'est-ce que tu veux? Son père boit 3 litres de pastis par jour. Sa mère... Dans ta culpabilisation. Les parents qui disent, oui, mais attends, j'ai vu son prof de maths. Tu as vu son prof de maths? Tu l'as vu, son prof de maths? Tu as parlé avec son prof de maths? Culpabilisation.
du prof de mathématiques. Donc ça ne peut pas marcher. Daniel, j'ai d'autres questions à te poser, mais j'ai promis du temps à tout le monde pour poser des questions. Alors, si tu veux, je ne sais pas si tu veux mettre l'appareil pour la traduction. Si j'arrive à le faire marcher, parce que tu sais, les cancres avec les appareils. Ça, c'est le cancre qui te poursuit, non? Oui, oui. Je comprends que c'est quelque chose qui ne t'abandonne jamais. Une des conséquences de la cancrerie, tu es cancre de 5 ans à 20 ans, et à 70 ans, tu es complexé. C'est les cicatrices. La cicatrice, c'est les complexes. Tu te dis, je ne vais pas y arriver. Parce que quand tu étais petit, tu n'y arrivais pas. C'est pareil. Tu dis, je ne vais pas y arriver. Allô? Obrim el torn de preguntes. Veig una mà aquí davant. Comencem aquí davant. Un segon, que el concre s'ha de posar bé al... Je n'étais pas sur le bon canal. Mais ce n'était pas de ta faute, alors. Ça marche maintenant? Oui, je vous entends. Parfait. Sí, m'entén? Sí. Il est là devant. Maintenant, je ne suis plus avec vous, je suis... Jo no sé si el senyor Penach sap que aquí últimament els adults hem estat molt entretinguts amb coses que passaven fora de les escoles i hi ha hagut alguns professors que han parlat d'aquestes coses que passaven fora de les escoles dins de les aules. I això a alguns pares els ha agradat i a d'altres no els ha agradat. Jo no sé com ho fan a França, jo sé que a França també passen moltes coses en el terreny social, econòmic, polític, Le Pen, immigració, el barri nord de Marsella del que parla vostè. Llavors, no sé de què es parla a les aules i si els professors tenen aquesta por que vostè també ha citat en un moment, la por del professor, davant d'una gent que no està a l'aula, que són els pares dels alumnes, i que no sé si aquests professors de vegades han de pensar no tant amb aquells alumnes que tenen allà, amb els primers espectadors, sinó amb uns que estan a casa esperant-los perquè els expliquin al vespre que els hi han explicat a l'escola. Oui. En fait, là, vous parlez d'une question qui se repose constamment, qui est la question de la sanctuarisation de la classe. C'est d'ailleurs, c'est ce dont on a parlé au tout début. Quand je parlais de cette collègue avec les quartiers nord de Marseille, ce qui s'était passé dans la classe, c'était l'invasion de la classe par l'extérieur, et uniquement par l'extérieur. Et ce qu'a fait cette professeure, c'est de dire, bon, voyons, ce qui est à l'extérieur peut entrer dans la classe, mais à certaines conditions. Et ces conditions sont la nature du langage et la forme que doit prendre à l'intérieur d'une classe le mode de l'interrogation. Alors, cette interrogation peut être une interrogation sur le corpus de ce qu'il y a à apprendre, ça peut être aussi une interrogation sur l'ensemble des choses en fonction de l'actualité qui se passe à l'extérieur de la classe. Et du coup, moi, pour vous dire la vérité, à titre personnel, absolument personnel, je suis pour une sanctuarisation presque absolue de la classe à l'heure de l'apprentissage intellectuel. C'est-à-dire que quand j'ai des notions de mathématiques ou de philosophie ou de français, de littérature, d'orthographe, de grammaire, etc., à apprendre à mes élèves, j'ai besoin d'une concentration absolue qui soit sur le sujet que nous sommes en train de traiter dans cette heure-là. Très bien. Cela dit, on s'aperçoit que ce qui se passe à l'extérieur, je ne sais pas à quoi vous faisiez allusion, mais par exemple, là, le problème qui se pose à la Catalogne en ce moment, ou chez nous, les problèmes qui se posent dans certains quartiers, etc., la pression est telle que forcément, ça entre dans la classe. Dès que ça entre dans la classe, il n'y a plus deux interlocuteurs, il n'y a plus le prof et les élèves, il y a le prof, les élèves et les parents d'élèves.
qui attendent à l'extérieur et qui disent « Anna, qu'est-ce que t'as dit ton professeur par rapport à… » Et à partir de là, la situation devient pratiquement incontrôlable. Alors, il y a une façon de la contrôler, c'est d'inviter les parents dans des sessions. Venez, tout le monde vient, venez. Et c'est des sessions qui peuvent être prises à certaines heures de la semaine où il n'y a pas cours ou pendant les vacances, etc. Mais cette rencontre est assez, très souvent nécessaire, en fait. Elle n'a jamais lieu, hein. Bien sûr, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On préfère parler du professeur quand il n'est pas là, parler des parents quand ils ne sont pas là, parler… Et les élèves jouent de ça. Les élèves disent « Ouais, mais alors Anna, notre prof de français, qu'est-ce que… si tu savais ce qu'elle a dit, les parents, quoi, qu'est-ce qu'elle a dit ?» Et il y a là quelque chose à organiser qui est la rencontre régulière et sous une autre forme que celle d'un tribunal, c'est-à-dire, là encore, comme dans la relation pédagogique, il ne faut pas moraliser l'échec de l'élève. Dans la relation avec les parents quant à ce qui se passe à l'extérieur, il faut s'arranger pour ne pas être dans le procès. On ne peut pas être en permanence dans le procès. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est ce que je… C'est bon. Bonjour. C'est ici. Où êtes-vous? Ah, au fond. Voilà. Salut. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, on vit dans un monde que c'est très fracturé par rapport à l'éducation et à la pédagogie. Parce que d'un coin, on a des matières classiques qu'on étudie et il y a des élèves qui ont envie d'étudier. Et par l'autre côté, il y a une société qui presque pousse les élèves à étudier marketing, application, des choses qui n'ont rien à foutre avec les sociales et l'être humain. Mais il y a cette façon de voir les choses si loin et si fracturées. Et donc, des fois, je crois que ce n'est pas si c'est seulement la peur, mais aussi l'angoisse, la rage des professeurs même, parce qu'ils n'ont pas payé comme ils devraient être payés. Et la société même, il fracture tout ça. Donc, il y a une société de travailleurs et de pragmatiques au lieu de penseurs. Et oui, si vous voulez, on peut le résumer comme ça, on peut dire autrement aussi. Quand j'ai commencé à enseigner en 69, les élèves n'étaient pas des clients de la société marchande. Ils n'étaient pas clients. Ils portaient les vêtements de leurs frères aînés, ils mangeaient à table avec la famille, ils allaient en vacances avec la famille, etc., etc. Ils n'étaient pas clients. Ils étaient liés à leur famille et les professeurs avaient à enseigner à des élèves qui étaient à l'école en tant qu'élèves. Très bien. Ensuite, la société marchande a clientélisé l'enfance et l'adolescence. Dans les années qui ont suivi, 90, 2000, etc., ces enfants ont été clientélisés, et pas un peu clientélisés, absolument clientélisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les domaines de la consommation, leur statut social équivalait au statut des parents. Ils étaient une clientèle autonome pour les vêtements, une clientèle autonome pour la comida, une clientèle autonome pour les distractions, une clientèle, etc., etc. Ils étaient clients dans tous les secteurs de la consommation où les adultes sont aussi clients. Ce qui a donné aux enfants une sorte de maturité de consommation comparable à la maturité de consommation des adultes. Je dis bien une sorte, parce que ça n'a évidemment rien à voir avec de la maturité. Ce sont des habitus, ce n'est pas de la maturité. Très bien. Pendant ce temps, vous, les professeurs, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, les professeurs, nous avions des élèves
qui étaient avec nous uniquement dans la relation pédagogique. Maintenant, nos élèves sont des clients qui, quand ils entrent en classe, entrent avec leur portable, avec le désir de changer de portable, avec le désir, quand un enfant entre en classe avec un portable, il entre avec le moyen de sortir immédiatement de la classe. Qu'est-ce que c'est qu'un téléphone portable? C'est le moyen que j'ai quand je m'assieds sur mon siège d'élève de sortir immédiatement de la classe. Hop, ça y est, je suis dehors, je ne suis pas là. Et vous, les professeurs, vous, ce que cette société, au fond, attend de vous, c'est que vous vous comportiez en commerçant. C'est-à-dire que vous soyez séduisant, que vous vendiez la culture comme un bien de consommation séduisante qui peut, pendant 1 heure, concurrencer le désir de portable. Ça a multiplié par 10, par 20, par 100 ou par 1000 la difficulté de votre métier. Ça, c'est très difficile. Quand tu dis que dans tout ça, il n'y a pas beaucoup de pensée, c'est vrai. C'est-à-dire, et en particulier, il n'y a pas de réflexion sur ce qu'est la nécessité d'apprendre des notions abstraites. Et ça, c'est... Je ne sais pas comment on peut lutter contre ça. Quand je suis très triste, je dis on ne peut pas lutter, c'est foutu. Mais bon, non, c'est pas vrai, c'est pas foutu. Autre exemple, dans cette société, nous faisons l'Europe. Ouais, nous faisons l'Europe, très bien. Depuis 1969, hein, une Europe, très bien. À aucun moment de l'évolution européenne, nous n'avons posé la question de la culture européenne pour l'ensemble des populations européennes. Essayez d'imaginer ce que serait l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire la conscience de ce continent européen dans la tête de chaque adolescent d'aujourd'hui, si, depuis les années 1980, on avait envoyé nos enfants à partir, disons, de 10 ans à 20 ans, chaque année, 1 mois en Espagne. Je parle des enfants français, par exemple. 1 mois en Espagne, 1 mois en Angleterre. En 6e, 1 mois en Espagne. 5e, 1 mois en Angleterre. 4e, 1 mois en Allemagne. 3e, 1 mois en Italie. Et on recommence. 1 mois en Espagne, 1 mois... Et que tous les pays aient fait la même chose. Dans une politique pédagogique cohérente pour essayer de donner à la population européenne le sentiment d'appartenance à ce machin qu'on appelle l'Europe. Nous serions tous polyglottes, je saurais parler espagnol, je saurais parler catalan, je saurais parler italien, je saurais parler anglais, je saurais parler allemand. Quand je vais voir mes lecteurs en Allemagne, je leur parlerai allemand. Et en même temps, nous n'aurions peut-être pas de complexe à faire que la langue européenne, ce soit l'anglais. On s'en fout, c'est l'anglais, c'est une langue marchande, une langue moyenne. Allez, parlons anglais, c'est pratique. Mais entre-temps, on a appris l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le catalan, tout ce que vous voulez, y compris des langues régionales, tout. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Non seulement on ne l'a pas fait, mais on ne veut pas le faire. Et on ne le fera pas. Il m'est arrivé d'en parler avec des gens qui étaient dans des gouvernements qui disent mais on ne peut pas le faire. Pourquoi ne peut-on pas? Parce que électoralement, politiquement, on ne peut pas faire une proposition pareille. On va perdre des électeurs. Chaque pays en lui-même refuse cette politique d'expansion culturelle vers l'extérieur sous la pression de ce qu'il imagine être son propre électorat. Parce qu'il y a des fantasmes politiques aussi. On imagine que les électeurs vont mal réagir. Et par exemple, des ministres vous disent « Oui, mais les parents, comment tu vas organiser ça avec les parents? Les parents vont laisser leur gamin de 10 ans partir ?» Mais la question n'est pas de savoir si les parents vont laisser ou pas leur gamin de l'année. Ça va être obligatoire. Dans ma proposition à moi, c'est obligatoire. Ça ne se négocie pas.
Ça fait partie du cursus intellectuel, scolaire, pédagogique. C'est obligatoire. Parents, enfants, on s'en fout, c'est obligatoire. Mais nous n'avons pas cette forme d'autorité politique. Et ça nous est très préjudiciable parce que l'Europe est en train de se suicider pour n'avoir voulu être qu'une Europe économique. Je suis très sentencieux. Hein. Donnez une question plus... Il y a une question ici devant. Aquí davant hi ha una pregunta. No veig si n'hi ha alguna altra abans. Aquí n'hi ha una. Just aquí davant hi ha un noi. Aquí, mira. Sí. I després anem allà. Hola, gràcies per la intervenció. Faut que tu remettes le... Je parlerai en catalan parce que mon français c'est pas très bon pour faire la question. Attends, tu vas voir. D'accord, merci. Je comprends parfaitement le catalan. M'he sentit molt identificat tant amb la conversa... Attends, j'entends plus rien. Ouais. Le catalan, c'est difficile, hein, quand même. Alors, Ça marche ou pas? Ça marche pas. C'est peut-être la fréquence encore ou pas? J'ai dû m'asseoir dessus. Attends, c'est je peux faire celui-là. un intent avec C'est celui-là, en fait. Ah si, voilà, voilà, ça y est, ça va. Oui, très bien. D'acord. No, deia que m'ha interessat molt l'aproximació. Jo tinc una experiència similar perquè vaig entrar a la universitat als 22 anys, quan aquí normalment s'entra als 18, i per tant tinc una experiència similar de créixer professionalment amb aquesta sensació de cranc que mai deixes. No? I jo crec que és molt interessant la reflexió des del punt de vista de justícia humana, en el sentit que una societat crea un sistema educatiu obligatori i no respon a aquesta obligació donant als infants una experiència igualment gratificant que la suposada obligació. No? És a dir, fem passar molts infants per l'escola, fent-los passar per una experiència enormement traumàtica que després els bloqueja el seu desenvolupament. No? Vostè ha tingut prou sort en el seu desenvolupament personal, però nosaltres vivim en un país que té el 20% d'abandonament escolar prematur, que és una xifra enorme de llançar persones a fora. Però aquest enfocament, que és l'enfocament més de justícia social, té també una altra banda que en general, quan es tracta el tema de l'educació no empoderadora, no es parla tant, que és què passa amb les persones que sí que tenen èxit a l'escola. Què passa amb les persones que als 18 anys acaben i entren a la universitat i suposadament són exitoses, però mai més a la vida compren un llibre. Mai més a la vida saben dividir el que els ha costat el sopar sense fer servir una calculadora. Mai més a la vida saben què significa comprar-se un pis, hipotecar-se a 20 anys o a 40, quina és la diferència. No? Mai més a la vida es plantegen per què l'estiu fa més calor que l'hivern, o què vol dir això de que hi ha més d'un univers. És a dir, fins a quin punt el relat que fa sobre aquesta escola que fracassa respecte a una part molt important dels alumnes que no troben en aquesta escola l'element empoderador que podrien, no és també un fracàs per a aquells que aparentment tenen èxit i després els crea un itinerari vital que no es correspon amb aquest èxit aparent que l'escola els promet. Oui, en fait, vous posez le problème de la constitution d'une élite qui se contente d'être une élite, que ce soit dans le domaine pédagogique ou dans tous les autres domaines. Voilà, l'élite se contente d'être une élite. Mais il faut faire attention parce que vous aussi, vous moralisez la question. Comment est-ce que je pourrais vous répondre? Il y a... Il y a des habitudes pédagogiques qui n'ont pas été prises. Quand je parlais, par exemple, tout à l'heure du théâtre,
Je ne parlais pas du théâtre pour parler du théâtre, je parlais du théâtre comme moyen collectif de partager du savoir par un acte, qui est celui de la mise en scène d'une pièce de théâtre. L'enseignement, quand il est mal fait, n'est pas un partage de savoir. L'enseignement, quand il est mal fait, s'adresse à ceux qui peuvent assimiler les notions que je leur donne. Et les 40% ou les 20% qui restent, tant pis pour eux. Très bien. Donc, il s'agit aujourd'hui d'essayer d'imaginer un enseignement qui activement soit un acte de partage du savoir. C'est-à-dire ce que vous appelez les professeurs qui ont réussi, qui à 18 ans avaient tout pour réussir et qui se sont contentés de réussir, qui se contentent d'être, au fond, l'élite d'une société. Bien, ces gens-là, s'ils sont professeurs, il faut les former au partage du savoir. C'est pas naturel. Dans les systèmes pédagogiques français, peut-être espagnols aussi, je ne sais pas, je ne connais pas européen, mais la finalité n'est pas le partage du savoir. La finalité, c'est l'acquisition du savoir. Un professeur est quelqu'un qui est formé pour que des enfants et des adolescents acquièrent un savoir. Et comme il est formé pour que les enfants et les adolescents acquièrent un savoir, il considère comme réussis ceux qui l'ont acquis. Et ceux qui ne l'ont pas acquis, tant pis. Tandis que si les professeurs étaient formés à la transmission du savoir et au partage du savoir, c'est-à-dire si la pédagogie était beaucoup plus une pédagogie de l'acquisition qu'une pédagogie de la vérification des notions acquises, il est probable que ça marcherait mieux. Mais c'est une immense révolution pédagogique. Le jour où on arrive à faire ça, c'est une très grande révolution pédagogique. Parce que nous considérons, au fond, le savoir comme un bien de consommation qui nous est propre à partir du moment où nous l'avons acquis. Or, moralement, ce qu'on peut dire, une de mes convictions, je ne suis pas propriétaire de ce que je sais. Je ne suis pas propriétaire des livres que j'ai lus. Je ne suis pas propriétaire de Dostoïevski. Je ne suis pas propriétaire du Quichotte. Ce n'est pas ma propriété privée. Ça doit passer. C'est pas à moi. Ça vient du fond de l'humanité et tant que moi je suis à ma place, je le répandrai autour de moi. Voilà, ça c'est au fond cette mentalité-là qu'il faut. Alors que le savoir actuel aujourd'hui est plutôt, le savoir intellectuel est plutôt assimilé à une propriété privée. Ça sert le soir, au dîner. Veig una pregunta allà, però n'hi havia una allà primer, em sembla. Encara la tenim? No sé on anem, perdoneu. Sí? Sí, gràcies. Bonne nuit. Puisque M. Pénac se trouvait un peu sentencieux, je voudrais lui demander de passer de l'éducation de l'esprit à l'éducation du corps à partir de son livre Journal d'un corps, qu'on pourrait considérer peut-être comme un manuel d'éducation corporelle, et que je trouve merveilleux, où vous osez parler de tous les fluides corporels et d'autres choses vraiment charnelles. Et donc la question est double. Comment on éduque le corps et comment on écrit un livre sur le corps sans pudeur? Justement, en réagissant contre le fait que le corps est, voilà encore, un objet incroyablement commercialisé. Notre corps ne cesse d'être exposé par la publicité, exposé par le cinéma, exposé par l'imagerie médicale, par exemple. On est même exposé de l'intérieur, tout est entièrement visible, montré. Alors que la relation privée, intime, que chacun d'entre nous entretient avec son propre corps, reste du domaine du tabou. Ça, c'est un très curieux paradoxe de notre époque.
on montre tout. Tu as des gens qui baisent en scène, on montre des gens qui se tuent. Le corps, on montre même dans les installations des corps vivants qui ont été des corps humains et qui sont transformés en morceaux de corps. Quand tout ça est exposé, il y a une espèce culturellement de désacralisation absolue, volontaire et militante du corps, et en même temps, dans la même société, chaque individu est totalement muet sauf s'il fait de la provocation, mais totalement muet sur la relation intime qu'il éprouve avec son propre petit jardin secret qui est son corps. Or, ce jardin secret, c'est le parc universel. C'est le même pour tous, mais chacun va rester avec, par exemple, le silence de ses petites terreurs, les premières règles chez les jeunes filles, la première éjaculation chez les garçons. Vous n'imaginez pas, les filles, ce que c'est que la première éjaculation chez les garçons. Généralement involontaire, catastrophique. Ça, on n'y touche pas. Et donc, dans le journal d'un corps, je m'étais dit, il faut décrire tout simplement l'évolution d'un corps. Et pour le décrire, il faut essayer de s'y intéresser un peu comme un entomologiste. Et évidemment, il y a une grosse proportion du livre où je ne pouvais être que l'entomologiste de moi-même. J'étais mon propre papillon, je découvrais ça. Et j'étais très surpris que ce livre... Ça ne m'arrive jamais, mais pour une fois, j'étais surpris d'écrire un livre qui n'existait pas. J'étais très surpris que ça n'existe pas, que ça n'ait pas été fait. Si on représente le corps en littérature, c'est toujours un corps exemplaire. C'est le corps dans l'amour, ou c'est le corps dans le combat, ou c'est le corps dans la maladie, ou c'est le corps... Mais ce n'est pas le corps quotidien. Et j'étais très surpris en l'écrivant que ça n'existe pas, que ça n'ait pas été fait. Cela dit, ça a été fait. Montaigne l'a fait. Rabelais l'a fait. Chacun à leur façon. Les grandes littératures immédiatement post-médiévales l'ont fait. Tenia dues preguntes localitzades, una aquí i una aquí, i em sap greu, però veient l'hora seran les últimes. Comencem per aquí, que tens el micròfon. Gràcies. J'étais vraiment émue quand vous parliez de l'école. Je me suis rappelé de mon temps en Suède en tant que prof d'espagnol et de pouvoir donner l'opportunité aux élèves de faire une recherche, d'écrire, de faire des travaux sur leurs propres intérêts, soit le football, soit les animaux, soit la chanson dans ces moments-là. Et après, quand je suis revenue en Espagne, j'ai eu le contact avec la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et j'ai connu qu'il a travaillé aussi avec des cancres. Et ce qu'il a fait a été de vraiment écouter les besoins et entrer en dialogue avec les adolescents. Et alors, d'une certaine façon, j'étais vraiment émue de voir que c'était justement ce que je faisais, d'entrer en interrelation et pas de travailler sur des choses qui étaient aliènes à leur univers, mais chercher ce qui les intéressait et donc tracer tous ces territoires et le rapporter vers l'école et vers les cours. Et voilà, je voulais partager un peu comment la communication non violente m'a donné la possibilité d'élargir
tout ce qui peut faire l'écoute des besoins des autres pour pouvoir faire une recherche et entrer dans un dialogue. Merci. Vous savez d'ailleurs que... qui connaît El Sistema? El Sistema? Personne. Si. Si, de Abreu. La semaine dernière, il y a 15 jours, est mort un personnage très important, qui s'appelait Abreu. Et son prénom, c'est Fernando? Non, c'est pas Fernando. Peu importe. En tout cas, c'est Abreu, qui a fait une chose magnifique toute sa vie au Venezuela pour sauver les enfants de la rue. Il s'est dit, je vais leur apprendre la musique. Les enfants des quartiers nord de Marseille, les assassins. Je vais leur apprendre la musique. Et alors, il a pris des enfants dès l'âge de 3 ans, 3 ans, vous imaginez. Il leur a fabriqué des petits instruments en papier. Une clarinette en papier, une trompette en papier, une guitare en papier, un piano en papier, un trombone en papier. Et il les a disposés comme un orchestre symphonique. Et il leur apprenait des chansons, petites chansons. Et les enfants faisaient des gestes avec les instruments, la guitare, en chantant les chansons. Et au bout de 4 ou 5 ans, qu'est-ce qu'ont voulu les enfants? Avoir de vrais instruments. Alors, il leur a donné de vrais instruments. Et il leur a appris les accords qui allaient avec ces chansons que tous les enfants connaissaient par cœur. Très vite, les enfants ont appris les accords. Et ensuite, ça s'est multiplié. Et aujourd'hui, depuis la mort d'Antonio Abreu, José Antonio Abreu, maintenant il y a, je crois, 700 000 musiciens au Venezuela, qui sont tous... oui. Et ça s'est reproduit dans le monde. Si. Et alors on essaie... alors ce qu'il y a de formidable dans le système Abreu, c'est qu'il a donné les instruments, il leur a fait chanter des chansons, après il leur a appris les instruments. Et une fois qu'ils ont fait tout ça, il leur a appris après, después, le solfège. Et ils ont tous adoré le solfège parce qu'ils l'ont appris après. Ils savaient faire, ils savaient chanter, ils savaient jouer des instruments. Et ils se sont aperçus qu'il y avait une écriture pour ça, qu'on pouvait écrire tout ça. Ce type était un génie absolu et ça a marché très bien. Ça, c'est un exemple, voilà un exemple pédagogique merveilleux. No sé si encara tenim l'última pregunta aquí. Sí. Une parole, ségrégation scolaire. Bon, je crois qu'on a parlé de ça pendant les 2 heures, là. C'est-à-dire, non, parce que si on pose le problème en termes de ségrégation scolaire, alors ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire les quartiers pauvres, des enfants pauvres, des lycées pauvres, le bordel total, ils n'apprennent rien. Très bien. Les enfants riches des quartiers réservés dans une école privée avec les meilleurs professeurs, ils apprennent tout. Très bien. Est-ce qu'on va pouvoir changer quelque chose à ça? C'est pas sûr. Mais si on arrive à changer les méthodes pédagogiques, si j'arrive à introduire le théâtre dans tous les quartiers nord de Marseille ou dans les grandes banlieues de Paris, si j'arrive à faire venir au théâtre à l'intérieur de Paris les enfants des banlieues pour voir des pièces, voir des opéras, voir des films, etc. Si j'arrive à créer ce mouvement, si j'arrive à convaincre les professeurs que c'est la seule façon, avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, de lutter contre la ségrégation scolaire, on sera déjà arrivé à un petit résultat. C'est ce qu'a fait Abreu d'ailleurs, le système d'Abreu, c'est ça. C'est
on va apprendre la musique. Non, mais c'est extraordinaire. Abreu, c'est extraordinaire. Imaginez un type qui se dit, on va apprendre la musique symphonique au lumpenprolétariat. Symphonique. C'est-à-dire de la musique de grands bourgeois qui vont dans les opéras, qui payent très cher leur place, etc. On va l'apprendre aux petits-enfants des quartiers qui savent à peine lire et écrire, qui ont à peine à manger. C'est cette musique-là qu'on va leur apprendre. C'est extraordinaire. Et ça a marché. Et ça a marché. Enfin, en tout cas, dans le système Abreu, le système. Et c'est donc ce qui est bien avec l'expérience d'Abreu, c'est que c'est faisable. Tu vois, tu dis, la ségrégation scolaire, ok. Si tu prononces le mot comme ça, la ségrégation scolaire, on est foutu. Ça veut dire, c'est vrai, la ségrégation scolaire, elle est là, on ne pourra jamais la vaincre. Sauf que si, par des actions comme celle d'Abreu. Et moi, je pense au théâtre. Lui, il a fait la musique symphonique. Moi, je pense à l'activité théâtrale intense. Mais ça peut être aussi la peinture. J'ai vu dans un lycée technique français une directrice solide comme ça, qui d'ailleurs, avant d'être directrice, était une femme d'entreprise. Donc, pas nécessairement à gauche, femme d'entreprise. Elle est entrée dans ce lycée et la première chose qu'elle a faite, l'année où elle était directrice pour la première fois, elle est allée voir les élèves, toutes les classes. Elle a dit, les enfants, c'est un lycée technique. Je vais tout de suite vous parler de ce qu'il y a de plus important. Tout de suite. Comme ça, on sera bien d'accord les uns avec les autres. Alors les élèves, qu'est-ce que c'est que ça? Dit, nous allons préparer dès aujourd'hui la fête de la fin d'année. Et la fête de la fin d'année, elle va durer 1 semaine. Et pendant cette semaine, il y avait exposition de peinture, théâtre, musique, sculpture, jardinage. Il y avait toutes les activités. Et pendant toute l'année, elle a obligé les professeurs à participer à la création de cette fête de fin d'année. Et quand je suis allé dans ce lycée, c'était la fête de fin d'année. C'était mais incroyable. Une espèce de fête, mais dans tous les domaines. C'est une femme qui a révolutionné la pédagogie dans un lycée. Et sa méthode est exportable. Excuse-moi, Daniel, mais on me fait des signaux. Il faut absolument qu'on termine. Il faut qu'on termine. Oui, je suis désolée. Parce que quoi? Parce qu'après, il y a la firme. Voilà, exactement. Mais alors, on pourrait imaginer ça. On peut, par exemple, ne pas faire la firme. Et on continue à la place de la firme. Sauf que non, le Judith n'est pas d'accord. Ne sera pas d'accord. Donc, Judith dit, c'est pas possible. Il faut récupérer les locaux. Et puis, il faut que les gens qui travaillent aillent... c'est vrai. Elle va nous expliquer après. De toute façon, laisse-moi leur proposer un rendez-vous. Si teniu més ganes de seguir parlant d'educació, la setmana que ve, el dia 14, el dilluns, encara queda una d'aquestes converses per pensar l'educació. Aquesta vegada serà amb Lynn Segal. La conferència es titula Educar el desig, moments de felicitat compartida. Si teniu ganes d'estar informats de tots els debats que es fan aquí al CCCB, trobareu gent de l'equip del CCCB que us podrà agafar les vostres dades per informar-vos, i com ha dit ell, ara hi ha torn de signatures, si voleu fer cua, signarà aquí i la cua ve d'aquest costat, o sigui que... Merci beaucoup. Merci, c'était super.